Maïna était une jeune femme fière, élevée pendant plusieurs années par sa tante Solange, une femme fortunée et influente. Elle était convaincue que la richesse de sa tante lui donnait droit à une vie de luxe, une belle voiture, des vêtements de marque, et une généreuse allocation mensuelle comparable à celle des enfants de riches hommes d'affaires de son entourage. Solange, femme d'affaires prospère au tempérament ferme, était réputée pour sa capacité à bâtir des empires. Elle avait en horreur le gaspillage. Et même si elle assurait à Maïna une éducation de qualité, de beaux vêtements et tous les besoins essentiels, son aide était toujours conditionnée par des règles strictes, discipline, gratitude et ambition. La mère de Maïna, Eliane, une veuve démunie, avait perdu son mari peu de temps après la naissance de sa fille. Leur quotidien était difficile, et elle peinait à subvenir à leurs besoins élémentaires. C'est alors que Solange les avait accueillis chez elle, prenant la décision de s'occuper d'elle. Elle avait élevé Maïna comme sa propre fille, comblant tous ses besoins. Mais malgré cela, Maïna n'avait jamais su reconnaître ou apprécier les sacrifices et le soutien de sa tante. Elle la jugeait sévère et avare, persuadée qu'elle méritait davantage que ce qu'on lui offrait. Elle oubliait les moments où, enfant, elle n'avait rien à manger, où elle priait pour un miracle. Désormais installée dans le confort, Maïna restait insatisfaite. Elle considérait sa tante comme une femme égoïstement radine. Elle ne manquait jamais une occasion d'exprimer son agacement à quiconque voulait l'écouter, racontant à ses amis et voisins que sa tante était dure et insensible. Chaque fois que Solange lui offrait des vêtements ou des objets utiles, Maïna les critiquait aussitôt. Pourquoi m'acheter ces fringues bon marché alors qu'elle a largement les moyens de faire mieux, répétait-elle avec dédain. Elle trouvait même le moyen de la ridiculiser, insinuant que sa tante était célibataire à 50 ans parce qu'aucun homme ne voudrait d'une femme aussi méchante. Un jour, Maïna s'approcha de sa tante pour lui demander un nouveau téléphone. Pourtant, Solange lui en avait offert un récemment. Mais Maïna voulait le dernier modèle que toutes ses amies aisées utilisaient. Solange refusa calmement, affirmant que l'ancien fonctionnait très bien. « Tu devrais apprendre à te satisfaire de ce que tu as », lui conseilla-t-elle. Maïna roula des yeux et partit furieuse dans sa chambre. Dans son esprit, Solange n'était rien d'autre qu'une femme froide qui refusait de lui offrir le confort qu'elle estimait mériter. Elle n'a même pas d'enfant, pourquoi être si dure avec moi, pensait-elle, ruminant ses idées. Un après-midi, alors qu'elle se plaignait une fois de plus à ses amis de la prétendue radinerie de sa tante, sa mère Eliane rentra en larmes. Maïna, alarmée, s'approcha rapidement d'elle. « Maman, que se passe-t-il » demanda-t-elle, bouleversée. Eliane lui annonça en sanglots que Solange avait eu un terrible accident de voiture et était décédée. « Quoi ? Morte » s'exclama Maïna, les larmes aux yeux. Le choc fut brutal. Sa voiture avait plongé d'un pont et avait pris feu. La police avait confirmé son décès. À ce moment-là, Maïna ressentit une vague d'émotions contradictoires. Un sentiment de culpabilité s'installa alors que tous les reproches, les critiques et les moqueries qu'elle avait proférées contre sa tante refaisaient surface. Pendant des années, elle l'avait dépeinte comme une femme sans cœur, et maintenant, cette femme n'était plus là. Maïna n'arrivait pas à y croire. Elle aurait voulu tout effacer, revenir en arrière. Les jours passèrent. La famille se rassembla pour la lecture du testament. Maïna, nerveuse, assise les mains jointes, écoutait l'avocat qui annonça que Solange lui léguait une grande partie de ses biens, la maison, un compte bancaire très bien garni, et plusieurs actifs. Maïna en resta bouche bée. « Elle m'a tout laissé », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. L'avocat confirma d'un hochement de tête, « Elle espérait que vous sauriez honorer sa mémoire et faire bon usage de sa fortune. » Un bref instant, Maïna ressentit de la honte, mais très vite, cette émotion fut remplacée par l'enthousiasme. Elle se mit à rêver à la vie somptueuse qui l'attendait. Elle prit possession du manoir, transforma sa garde-robe, et devint le centre de toutes les soirées huppées de la ville.
Elle adorait attirer les regards, recevoir compliments et admiration, oubliant complètement les efforts et sacrifices de Solange. Mais dans son tourbillon de luxe, elle fermait les yeux sur ceux qui avaient besoin d'aide. Un jour, sa cousine Malika, que Solange soutenait aussi auparavant, vint la voir, le cœur lourd. « Maïna, je t'en prie. Il ne me reste qu'un semestre, mais je ne peux pas m'inscrire. Tu sais à quel point l'éducation comptait pour tante Solange. Aide-moi, je t'en supplie. » Maïna leva les yeux au ciel. « Tu crois que l'argent pousse sur les arbres? J'ai moi-même des dépenses. Tu es assez grande pour t'en sortir seule. Ne compte pas sur moi juste parce que Solange n'est plus là. » Malika partit en larmes, ses rêves d'études brisés. Le lendemain, Malika revint à la maison, espérant encore un miracle. Elle croisa Amina, la femme de l'oncle de Maïna, venue elle aussi demander de l'aide. Son mari, l'oncle Karim, était gravement malade, et Amina avait besoin d'argent pour l'hôpital. Maïna, occupée à organiser une fête, les accueillit d'un air détaché. Amina, gênée, supplia, « Je ne serais pas venue si ce n'était pas vital. Karim a besoin d'une opération urgente. » Solange n'aurait jamais laissé cela arriver. Maïna, un verre de champagne à la main, soupira, « Je suis désolée, je ne suis pas une œuvre de charité. Si je devais aider tous ceux qui frappent à ma porte, je finirais ruinée. » Face à leur désespoir, elle leur proposa une chose incroyable. « Si vous voulez de l'aide, vous devrez la mériter. Travaillez pour moi. » Interloquées, Malika et Amina la regardèrent sans voix. « Travailler. Quel genre de travail ?» demanda timidement Malika. Maïna esquissa un sourire moqueur. « Comme domestique, bien sûr. Vous ferez le ménage, la cuisine, vous me servirez. C'est ça, ou rien. » Malika, désespérée, accepta sans hésiter pour sauver ses études. Amina, ravalant sa dignité, accepta elle aussi. Elle ne pouvait pas laisser son mari mourir, même si cela signifiait servir une jeune femme qui aurait pu être sa fille. Amina, bien que blessée dans sa dignité, avait fini par accepter elle aussi de devenir domestique. Elle ne pouvait tout simplement pas laisser son mari mourir, même si cela signifiait se soumettre à une jeune femme à peine plus âgée que sa propre fille. Maïna, quant à elle, jubilait. Elle tapa des mains en souriant ironiquement. « Vous commencez toutes les deux demain. Et surtout, pas de retard, je déteste ça », lança-t-elle avant de rejoindre ses amis qui l'attendaient dans le salon. Le lendemain matin, Amina et Malika commencèrent à s'occuper de la maison. Elles nettoyèrent chaque pièce, passèrent la serpillière, rangèrent le mobilier, répondant aux moindres caprices de Maïna qui les observait avec supériorité. Elle leur interdisait même d'utiliser la machine à laver, exigeant que tout soit lavé à la main. Malika se retrouvait à frotter les vêtements sales, y compris les sous-vêtements de Maïna, qui ne cessait de se plaindre. À la moindre imperfection, elle demandait à Malika de recommencer, affirmant que les vêtements n'étaient pas assez propres. Un soir, alors que Maïna se détendait dans le salon, Amina s'approcha timidement pour lui demander de l'aide. L'hôpital avait exigé un premier paiement avant d'entamer le traitement de son mari. Maïna leva les yeux, l'air dégoûté. « Très bien, alors tu vas devoir te rendre utile. » Elle lui tendit une pile de vêtements. « Repasse tout ça. Et attention à ne rien brûler. » Amina hocha la tête en silence et s'exécuta. Des heures plus tard, après avoir soigneusement repassé tous les vêtements, elle les présenta à Maïna, espérant qu'elle tiendrait enfin sa promesse. Mais Maïna inspecta les habits un à un avec une minutie exagérée, jusqu'à repérer une petite tache sur sa robe blanche préférée. « Que as-tu fait à cette robe? Tu sais combien elle coûte? Même ta descendance ne pourrait jamais se la payer. Et tu oses la salir avec tes mains sales, » s'écria-t-elle. Amina s'excusa en tremblant, promettant de la relaver immédiatement. Mais Maïna, hors d'elle, la gifla violemment et s'éloigna en criant qu'elle ne donnerait plus un sou.
Vous finirez par apprendre que l'argent ne tombe pas du ciel, pauvres idiotes, lança-t-elle en quittant la pièce. Amina, en larmes, resta là, humiliée, portant sur ses épaules la douleur de sa propre impuissance. Son mari était mourant, et elle se voyait forcée de supporter les caprices cruels d'une nièce ingrate. Elle tenta une dernière fois de demander de l'aide à la mère de Maïna, Eliane, espérant un peu de compassion. Mais celle-ci la repoussa froidement. « Tout cela ne me regarde pas. La prochaine fois, veille à ne pas faire d'erreur aussi coûteuse, lui lança-t-elle, insensible. Brisée, Amina décida alors de supplier Maïna une dernière fois, devant ses amis riches venus lui rendre visite ce jour-là. Maïna, amusée, lui proposa un marché humiliant. « Tu veux de l'argent? Alors danse pour nous. » Amina, honteuse mais désespérée, obéit. Elle dansa devant les invités qui riaient aux éclats et la filmaient sans gêne. La vidéo fut ensuite partagée sur les réseaux sociaux, et Amina devint la risée de la ville. Depuis le couloir, Malika observait cette scène révoltante. Elle sentit une colère monter en elle et s'avança vers le groupe. « Comment peux-tu humilier une femme qui pourrait être ta mère? Tu n'as donc aucune conscience ?» s'indigna-t-elle. Maïna se leva d'un bond, furieuse, jeta le contenu de son verre de vin au visage de sa cousine. « Dégage, paysanne! Tu n'as aucun droit de me parler ainsi. Mets-toi à genoux et excuse-toi, ou oublie ton diplôme, lui cracha-t-elle. Malika, la gorge nouée, finit par s'agenouiller, les larmes aux yeux. Elle n'avait pas d'autre choix. Elle devait réussir ses examens coûte que coûte, même si cela signifiait ravaler sa fierté. Maïna, triomphante, se sentait toute puissante en voyant sa cousine agenouillée devant elle. Ironie du sort, elle se souvenait du temps où elle admirait Malika et rêvait de lui ressembler. Aujourd'hui, c'était l'inverse. La nouvelle de la cruauté de Maïna se répandit rapidement. Celle qui autrefois attirait l'admiration récoltait désormais des murmures de mépris. On la traitait d'ingrate, de sans-cœur, mais cela ne semblait pas l'atteindre. Seule avec sa mère, elle continuait à profiter de son luxe, encouragée par Eliane qui, au lieu de lui faire entendre raison, se complaisait dans le confort que leur offrait l'héritage. Eliane justifiait les agissements de sa fille. « Tu mérites tout ça et plus encore. Ne laisse personne te faire culpabiliser ou t'obliger à partager ce qui t'appartient », lui répétait-elle. Jour après jour, Maïna devenait plus arrogante et autoritaire. Elle multipliait les soirées extravagantes dans le manoir, affichait sa richesse sur les réseaux sociaux et ignorait les appels au bon sens de ses proches. Pour elle, toutes les critiques n'étaient que pure jalousie. Un matin, une vieille femme s'approcha du portail pour demander un peu de nourriture. Maïna, sortant de chez elle dans sa voiture de luxe, abaissa légèrement la vitre. Derrière ses lunettes de soleil, elle regarda la vieille dame appuyée sur une canne, vêtue de vêtements en lambeaux. « Ma fille, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Pourrais-tu m'aider, juste un peu ?» demanda la femme d'une voix tremblante. Maïna éclata de rire. « Est-ce que j'ai l'air d'un restaurant? Va mendier ailleurs. Je ne suis pas responsable de ta misère. » La vieille femme, les yeux humides, la regarda longuement. « Que Dieu te juge pour ton indifférence, » murmura-t-elle. Mais Maïna remonta sa vitre et s'en alla sans un regard. En route vers ses amis, elle pensa, « Ces gens croient que parce que je suis riche, je leur dois quelque chose, c'est pathétique. » Pour conserver sa place dans son cercle de privilégiés, elle dépensait sans compter. Un jour, dans un ultime élan de vanité, elle décida d'organiser une fête grandiose. Elle voulait surpasser tous ses amis riches, marquer les esprits. Aucun détail ne fut négligé. Elle engagea les meilleurs organisateurs de la ville pour transformer le manoir en véritable palais de lumière. À la tombée de la nuit, elle avait déjà dilapidé près de la moitié de son héritage dans cette seule soirée. Ses amis arrivèrent, subjugués par la décoration, la musique, le service. Ils la couvraient de compliments,
mais certains chuchotaient dans son dos, elle fait tout ça juste pour qu'on l'aime. Au sommet de la fête, alors que Maïna savourait l'attention, l'une de ses amies lança, mi-sarcastique, tu vis comme une reine, mais ce n'est pas étrange de célébrer dans la maison de ta défunte tante, celle qui a tout bâti. Bien que prononcé sur le ton de l'humour, le commentaire piqua Maïna. Pendant un instant, un frisson de culpabilité remonta. Mais elle se reprit aussitôt, ma tante m'a laissé cette maison. Elle m'appartient désormais, j'en fais ce que je veux, répondit-elle en riant. Mais au fil de la soirée, les discussions prenaient une autre tournure. Certains invités murmuraient qu'elle avait abandonné les membres de sa famille dans le besoin, alors qu'elle dépensait des fortunes pour briller aux yeux de gens qui, au fond, ne tenaient pas vraiment à elle. Tandis que certains invités critiquaient son insensibilité, d'autres s'émerveillaient encore de tout ce qu'elle était prête à faire pour impressionner des gens qui, en réalité, ne se souciaient guère d'elle. Une fois la fête terminée, Maïna s'installa seule dans le vaste manoir désormais silencieux, épuisée mais intérieurement satisfaite. Dans les pièces voisines, Malika et Amina nettoyaient les restes de la soirée, sans relâche, toujours en poste dans leur rôle humiliant de domestique. Alors qu'elle s'abandonnait dans le confort de son fauteuil, Maïna reçut un appel de son avocat. Sa voix grave la déconcerta. « Mademoiselle Maïna, il faut que je vous voie immédiatement. C'est au sujet de votre héritage. » Agacée par l'interruption, elle répondit qu'elle était fatiguée et demanda si cela ne pouvait attendre. « Je crains que non, » insista-t-il. « Une découverte importante vient d'être faite. Vous devez venir à mon cabinet demain matin. » Maïna accepta à contre-séhur, persuadée qu'il ne s'agissait de rien de grave. Le lendemain, elle se présenta au bureau de l'avocat, apprêtée, confiante, vêtue de ses plus beaux atours. Mais son assurance vacilla aussitôt en voyant l'expression sérieuse sur le visage du juriste. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle, tentant de masquer son inquiétude. L'avocat prit une profonde inspiration. « Maïna, il y avait une clause que nous n'avions pas explicitement lue lors de la première lecture du testament. Votre tante Solange, dans sa grande sagesse, avait prévu une condition essentielle. Sa fortune ne devait être conservée que si elle était utilisée avec humanité et discernement. » Maïna fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous racontez ? Cet héritage est à moi, non ? » L'avocat hocha lentement la tête. « Oui, mais à condition que vous ne fassiez preuve ni d'abus, ni d'injustice, ni de manque de compassion. Dans le cas contraire, l'héritage serait transféré à votre cousine Malika. » « C'est absurde. »« Je n'ai rien fait de mal, » protesta Maïna, sentant son cœur s'emballer. L'avocat posa alors une tablette devant elle. Des vidéos s'y jouaient, on y voyait Maïna humiliant Amina devant ses invités. Il poursuivit, « De nombreux témoignages parlent de personnes que vous avez repoussées alors qu'elles demandaient de l'aide, y compris Malika. » Le visage de Maïna devint blême. Elle tenta de plaider sa cause, implorant l'avocat de reconsidérer. Mais ce dernier resta formel, « Tout ce que vous possédiez appartient désormais à votre cousine Malika. » Les yeux de Maïna s'emplirent d'incrédulité. Son monde s'écroulait. Tout ce qu'elle avait exhibé avec orgueil, sa richesse, son statut, son manoir s'effondrait sous ses pieds. « Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas me faire ça. C'est mon héritage, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Mais l'avocat se contenta de répondre avec calme, « Votre tante a été claire. Sa richesse ne devait jamais devenir un instrument de cruauté. Et vous avez trahi sa confiance. » Effondrée, Maïna quitta le bureau en larmes. Elle repensait à toutes les années passées à mépriser sa tante, à rabaisser les autres, croyant qu'elle serait toujours intouchable. Mais la réalité venait de la rattraper. À peine rentrée au manoir, elle fut interrompue par une voix familière, « Maïna. » Elle se figea, incrédule. Dans le salon, assise calmement, se trouvait sa tante Solange. Vivante. Maïna resta figée,
le souffle coupé. Je pensais que tu étais morte. Balbutia-t-elle, incapable de détacher ses yeux de la silhouette qui lui faisait face. Tous les souvenirs, toutes les fautes, tous les excès lui revinrent d'un coup, la percutant de plein fouet. Solange, le regard perçant, se leva lentement. Sa déception se lisait dans ses yeux. Une tempête silencieuse régnait dans la pièce. « Comment as-tu pu, Maïna ? M'as-tu déjà vu te traiter injustement ?» demanda-t-elle d'une voix grave. « Pendant tout ce temps, tu m'as cru morte, sans savoir que tu vivais un mensonge. J'ai simulé ma mort pour voir ce que tu ferais de ce que je t'ai confié. Je me souviens d'un jour où tu as déclaré que si tu avais ma fortune, tu ferais mieux que moi, que tu aiderais davantage de gens. Alors j'ai exaucé ton souhait. Je t'ai donné une chance. Et tu m'as profondément déçu. » Maïna écoutait, figée. Puis, prise d'un réflexe défensif, elle accusa sa tante. « Tu n'es pas mieux que moi. Tu es cruelle. Tu t'es enrichie avec des pratiques douteuses, tu ne parles même plus à ta propre sœur. Tu me juges, mais tu es pire. » Solange se mit à pleurer, la voix tremblante. « Tu n'as aucune idée de ce que tu dis. Ce que ta mère m'a fait. » Elle s'interrompit, puis reprit. « Il y a 20 ans, j'étais sur le point d'épouser un homme que j'aimais profondément. Nous préparions notre mariage. Et puis, ta mère, Eliane, a annoncé qu'elle était enceinte de lui. La famille a fait pression pour qu'il l'épouse elle, pas moi. C'était une trahison, un déchirement. » Solange essuya ses larmes. « Et toi, Maïna, tu es née de cette trahison. Tu es l'enfant de celui qui devait devenir mon mari, et de la sœur qui m'a brisé le cœur. Mais malgré la douleur, j'ai choisi de prendre soin de vous. Lorsque ton père est mort, je vous ai recueilli. Je t'ai donné tout ce que je pouvais, espérant que tu grandirais dans la gratitude. » Maïna, en larmes, s'agenouilla. « Ma tante, je suis désolée. Je ne savais pas. Je ne comprenais pas. Je vous en supplie, donnez-moi une seconde chance. Je vous le jure, je changerai. » Solange, bien que touchée, resta ferme. Le changement ne se mesure pas aux mots, mais aux actes. Tu dois maintenant apprendre par toi-même. Le manoir, les comptes, tout ce que tu as dilapidé ne t'appartient plus. Tu devras retourner vivre avec ta mère. Maïna se mit à sangloter. « S'il vous plaît, ne me reprenez pas tout. Où vais-je aller? Que vais-je faire ?» Solange resta inébranlable. « Il est temps que tu découvres ce que vivent ceux que tu as méprisés. Peut-être que la simplicité t'apprendra ce que le privilège n'a pas su t'enseigner. » Eliane, qui venait d'entrer, tenta d'intervenir. « Ma sœur, je t'en prie, elle est encore jeune. Donne-lui une autre chance. » Solange secoua la tête. Lui offrir encore du pouvoir serait l'anéantir davantage. Elle doit affronter les conséquences de ses choix, comme moi j'ai affronté ceux des tiens. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, je vais changer, je te le jure, sanglotait Maïna, la voix brisée. Le visage de Solange s'adoucit un instant, mais sa résolution resta ferme. Maïna, le changement ne se prouve pas par les paroles, mais par les actes. Pour l'instant, tu dois apprendre à tes dépens. Le manoir, les comptes et tout ce que je t'ai confié, tout cela te sera retiré. Maïna éclata en pleurs, s'agenouillant à nouveau devant sa tante. « S'il te plaît, ne prends pas tout, où vais-je aller? Que vais-je devenir ?» demanda-t-elle désespérément. Solange, implacable, répondit calmement, « Tu retourneras vivre chez ta mère. Il est temps que tu redécouvres la simplicité et que tu comprennes ce que la vie sans privilège peut t'enseigner. Peut-être que l'humilité saura t'enseigner ce que l'abondance n'a pas su faire. » Eliane, sa mère, tenta de plaider en sa faveur. « Ma sœur, je t'en prie, elle est encore jeune. Accorde-lui une autre chance. » Mais Solange secoua la tête, déterminée. La sauver encore ne ferait que l'enfoncer davantage.
Elle doit assumer les conséquences de ses choix, tout comme j'ai dû affronter ceux des tiens. Les jours passèrent. Maïna, le cœur lourd, fit ses valises et quitta le manoir. Elle retourna dans la modeste maison de sa mère, là où tout avait commencé. Là-bas, elle eut du mal à s'adapter à une existence sans luxe ni gloire. Les robes de créateur, les soirées fastueuses, l'admiration qu'elle aimait tant, tout cela avait disparu. Les amis riches qu'elle pensait fidèles lui tournèrent le dos. Il ne lui restait que ses souvenirs et le poids de ses regrets. Dépouillée de sa richesse, de son prestige, et ramenée à une vie simple, Maïna se retrouva face à la réalité nue de ses erreurs. Elle comprit enfin à quel point l'orgueil et l'égoïsme lui avaient coûté cher. Ce qu'elle avait cru être une ascension n'avait été qu'une illusion. Ainsi se terminait l'histoire de Maïna, celle qui avait perdu une vie de luxe par excès de fierté, et qui fut remplacée par Malika, sa cousine au cœur humble et généreux. Malika, loin de chercher la gloire, avait toujours incarné les valeurs que Solange chérissait, la compassion, la responsabilité et le respect des autres. La véritable leçon à retenir est que la richesse matérielle est éphémère. La vraie fortune réside dans la gratitude, l'humilité et la volonté sincère d'élever les autres. Car si les biens viennent et s'en vont, le caractère, l'intégrité et l'humanité, eux, bâtissent un héritage qui traverse le temps. Maïna comprit, bien trop tard, que le sentiment de droit et l'égoïsme détruisent les relations et les opportunités, alors que le travail honnête, la bonté et l'altruisme construisent une vie digne de respect. J'espère que cette histoire vous a touché autant qu'elle vous a enseigné quelque chose.